voudrais passer maintenant la parole à Pierre Wilk, donc le directeur des publics au Centre Pompidou à Metz, qui nous accueille aujourd'hui. Alors, c'est presque à l'opposé du spectre, d'un certain point de vue, puisque vous avez une dizaine d'années, si j'ose dire, à peu près. Exactement, on est tout jeune. Alors, c'est un avantage ou un inconvénient pour embrasser le numérique? Ça peut être envisagé sous les deux angles. En fait, être une institution jeune, c'est aussi être une petite équipe encore, comparée à l'Opéra de Paris et même à la BNF. Donc une petite équipe qui est souple et qui, du coup, peut se permettre de tester des choses, d'aller sur des terrains un petit peu aventureux. Et en même temps, 10 ans de recul pour le tout premier établissement qui a été issu d'une décentralisation d'un grand établissement public culturel parisien. 10 ans de recul, c'est finalement très peu puisqu'il a fallu tout inventer au moment de l'installation du Centre Pompidou à Metz. Il a fallu s'intégrer dans un maillage territorial, il a fallu lier de très nombreux partenariats. Et le fait que le public aujourd'hui, et je remercie d'ailleurs votre intervention sur notre très bel été que nous venons de passer, le fait que le public ait aussi vite répondu à l'issue de la période de confinement, se soit réapproprié lui aussi vite, c'est en grande partie lié au fait que cet établissement maintenant est complètement intégré dans l'écosystème dans lequel il s'est installé voilà 10 ans. Donc c'est finalement peu parce que l'institution doit arriver à une certaine forme de maturité pour embrasser des projets comme ça. Je pense qu'on est à l'orée de cette période-là pour le Centre Pompidou. On a déjà lancé quelques petites choses qui répondent en plus très favorablement de la part du public. Donc, alors, on a hâte. Vous êtes directeur des publics, il y a un pluriel, donc j'insiste sur ce pluriel. Auquel je tiens, oui. Absolument. Et donc, ce pluriel, le numérique, comment le numérique vous aide-t-il à accéder à cette pluralité de publics? Est-ce qu'aujourd'hui, je sais que vous avez eu plusieurs initiatives, notamment avec des acteurs du numérique. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Comment vous abordez cette question? Je peux vous parler de deux expériences dont on est particulièrement fiers. L'une à l'initiative de TikTok, qui a sollicité une grande partie des musées français courant mai, à l'issue de la période de confinement, pour faire un grand événement au cours d'une semaine. Ils nous ont sollicité et nous ont offert une vraie fenêtre pour faire un live avec du coup une sponsorisation qui nous a permis vraiment d'être très présents sur le réseau. On a répondu favorablement, on s'est inscrit et on a la chance d'avoir une équipe de communication qui maîtrise à la fois cet écosystème et puis les codes qui le régissent. Donc on s'est inscrit, je pense, avec tout de suite la bonne démarche, c'est-à-dire quelque chose de plutôt décalé, de plutôt immersif, justement. C'est-à-dire qu'on a proposé à nos followers de justement, d'une part, prévisiter l'exposition Archiboldo qui est actuellement présentée au public au centre. Donc une prévisite alors que l'exposition n'avait pas ouvert. Et puis une prévisite encore dans une ambiance de chantier. Donc il y avait vraiment cet aspect coulisses qui a énormément plu. Ça a généré énormément de commentaires extrêmement positifs. Donc on était très satisfaits. Les gens se sont appropriés cette visite, en plus qui avait lieu avec un commissaire. Donc un contenu riche et assez précis néanmoins. Enfin, quelque chose qui était très qualitatif et malgré parfois le propos pointu, on peut dire, le public, voilà, c'est vraiment approprié, les questions étaient extrêmement pertinentes, les échanges nombreux, donc un grand succès pour nous. Donc ça a été un vecteur de relation avec... Un très grand vecteur à tel point qu'on réinterroge ce support-là comme maintenant faisant partie d'une vraie stratégie de médiation à part entière, en réfléchissant à la manière de l'intégrer plus précisément. On a une équipe de médiation au centre qui sont des personnes absolument formidables qui maîtrisent sur le bout des doigts les expositions. On est en train de réfléchir avec eux comment concentrer ce savoir, cette richesse de savoir pour optimiser. On a déjà fait quelques vidéos avec les médiateurs, justement, qui sont en plus généralement des gens assez jeunes, donc ils savent lier avec cet auditoire qui est très jeune sur TikTok. C'est pareil, pour l'instant, les retours sont extrêmement positifs. Donc voilà, c'est amené c'est une façon de faire vivre vos expos, à la fois en amont, en aval, et de poursuivre la vie avec ces publics. Exactement. Et in situ, une deuxième expérience qui est assez intéressante aussi, on a déployé un outil chatbot en fait, qui est accessible assez facilement en web app en flashant un QR code,
un outil qui permet d'interagir avec les œuvres. Donc c'est un petit outil avec de l'intelligence artificielle embarquée qui permet de photographier l'œuvre. L'outil reconnaît l'œuvre et délivre du contenu sous forme d'un dialogue avec le visiteur. Délivre du contenu qui est à la fois accessible sur les cartels d'exposition, puisque les cartels sont lus, donc à un format audio et sonore, et puis aussi une déclinaison sous forme de dialogue avec le visiteur, où là, on a même enrichi le contenu. Il y a plus de contenu, on met à disposition d'autres œuvres de certains artistes pour expliquer les liens, les connexions entre la production de cet artiste. Donc, pareil, une expérience qui est extrêmement positive. Les statistiques sont assez bonnes par rapport au retour qu'on peut avoir. Et puis voilà. Et c'est né de collaborations avec des startups qui développent ces technologies. Vous les avez développées en interne, vous avez fait ces collaborations? Tout à fait. Alors c'est quelqu'un qui nous a démarché en nous disant on propose déjà ça à d'autres acteurs du monde du musée. Est-ce que ça vous intéresse d'une part qu'on travaille ensemble et éventuellement qu'on développe d'autres choses? Une dimension qui était extrêmement importante pour moi parce qu'elle est vraiment fondatrice de la politique des publics au centre, c'est l'aspect accessibilité. C'est pour ça qu'on a donné le tout premier point de départ, c'était l'aspect audio en fait. Vraiment, c'était l'idée de ces cartels qui, dans la scénographie de l'exposition, sont dans le dos des visiteurs puisque les œuvres sont sur un des murs et le cartel est sur le mur qui fait face. On avait peur dans un premier temps que les personnes qui étaient d'une part malvoyantes ou non-voyantes puissent pas disposer de ce contenu-là qui était extrêmement enrichissant pour l'expérience. Donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve un moyen, et l'audio, encore une fois, a répondu, et en ça, je rejoins vraiment toutes les analyses que vous avez faites à cet endroit-là, puisque nous-mêmes, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, et on a de multiples projets sur ce type de médias. Mais l'audio a répondu évidemment à cette problématique-là, et s'en est suivi tout un développement complémentaire. L'expérience est suffisamment satisfaisante pour qu'on réfléchisse à d'autres projets de cet ordre-là, avec encore plus d'enrichissement en termes d'expérience, éventuellement de la géolocalisation pour qu'on puisse faire de la recommandation au fur et à mesure du parcours de visite, de la possibilité de sous-titrer des vidéos qui apparaissent dans les expositions. Enfin, il y a plein de projets qui se construisent à cet endroit-là. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on est au cœur de ce qu'on a appelé la transformation culturelle, c'est-à-dire la transformation de la façon dont la médiation est faite entre l'œuvre, les œuvres et puis le public. Et donc ce foisonnement d'innovation, vous dites là, ce sont des expériences, elles ont vocation à être pérennisées, vous avez vocation à développer ça, vous avez vocation à faire en sorte que ces startups se développent avec vous. Enfin, est-ce que ça reste des expériences les unes après les autres, ou est-ce que ça devient finalement central dans la façon dont vous concevez, pensez votre offre demain vis-à-vis de tous vos différents publics? Non, c'est quelque chose qui, je pense, va être amené à perdurer. C'est anecdotique, mais à côté de ça, il y a toute une transformation digitale de la relation client qui s'opère aussi au niveau du centre, puisqu'on est en train de mettre en place le développement d'un CRM qui serait vraiment propre à l'univers muséal et avec un partenaire de la même manière pour qu'on puisse... développer des choses pour le public sans avoir de retour et sans avoir de visibilité, sans pouvoir piloter à proprement parler ces expériences n'a pas de sens. Donc là, on consolide une base qui nous était manquante, c'est-à-dire un CRM pour accroître notre connaissance des clients, pour accroître notre connaissance des visiteurs et savoir exactement jauger la pertinence de nos offres. On a, je vous dis, les retours chiffrés qu'on a eus de ces deux expériences que je viens de vous exposer sont extrêmement prometteurs et de telle sorte à ce que elles sont envisagées de manière pérenne. Donc le test, c'est un peu ce que je vous disais, la petite équipe permet de tester et de réussir à convaincre sur à la fois l'intuition, la capacité à envisager l'écosystème autour, et puis voilà, force est de constater que les intuitions étaient bonnes. Maintenant, on va s'engager dans quelque chose d'un peu plus normé, d'un peu plus voilà, quelque chose qui soit un peu plus structuré. Mais oui, on retrouve, cher Sybille, d'ailleurs, un peu les mêmes ingrédients, c'est-à-dire l'écoute du public, la transformation de l'offre, la transformation interne de l'entreprise, ou l'organisation, d'institution en l'occurrence, toujours véhiculée par le numérique pour améliorer la relation, finalement. C'est ça le sujet, c'est améliorer la relation avec le public, améliorer l'expérience, l'enrichir, pourquoi pas avec de l'immersion, naturellement. Oui, c'est...
Les deux sujets sont très liés. On sous-estime souvent, et pourtant je pense que c'est le point de départ, c'est l'évolution de la mentalité en interne qui est pour moi évidente. Et en ça, je dis, on a basculé sur le modèle maintenant qui va permettre de faire ça. On a atteint une taille d'équipe aussi qui va permettre de pouvoir engager ce type de chantiers qui sont souvent très impactants d'un point de vue RH. Donc on est sur la bonne rampe de lancement. Là. Formidable. Ces expériences dont je vous souhaite beaucoup de succès. Alors justement, ça m'amène peut-être à la transition, parce que je voudrais interroger Nicolas Orsini, donc, qui est chef du département du numérique pour la transformation des politiques culturelles et de l'administration des données au ministère de la Culture. Nicolas, est-ce que vous m'entendez? Donc, qui n'est pas présent ici, mais qui est présent. Voilà. Bonjour Nicolas, vous m'entendez? Bonjour Walid, je vous entends parfaitement. Eh bien, super. Alors Nicolas, on vient d'entendre à la fois la BNF et le Centre Pompidou illustrer leur engagement dans le numérique et dans les enjeux d'immersion pour améliorer la qualité de la relation au public. On a entendu combien aussi ça supposait une transformation des institutions elles-mêmes, de ses procès, de sa façon de travailler et de repenser de sa relation au public. Vous êtes au cœur de ces sujets, vous, par votre poste au ministère. Comment vous, tutelle de toutes ces institutions, vous pilotez ça? Qu'est-ce que vous voyez comme tendance, comme enjeux de compétences, de transformation? Comment vous voyez les choses de ce point de vue, Nicolas? Oui, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier Alexandre Michelin ainsi que toute l'équipe du KIF pour l'organisation de cet événement et de cette invitation à intervenir à distance dans ce très beau opérateur qui est le Centre Pompidou à Metz. Très rapidement, je présente les principales missions et activités de mon département, le département du numérique, nouvelle entité au sein du ministère de la Culture et dont l'activité se structure autour de deux grandes missions. Notre première mission vise tout d'abord à stimuler et à accompagner les acteurs de la culture dans la transformation numérique des politiques culturelles. Concrètement, c'est coordonner des problématiques numériques transverses aux différents secteurs, tels que la transformation de l'offre culturelle en lien avec l'émergence des nouvelles pratiques dont on vient de parler et que j'évoquerai à nouveau, l'évolution des modèles de la création, de la production et de diffusion des contenus culturels en France, mais aussi à l'international, à l'étranger, la transformation numérique des organisations et des métiers, le sujet de la formation étant absolument crucial et central au sein des institutions publiques notamment. Il s'agit par ailleurs de proposer des orientations stratégiques et de coordonner notamment l'élaboration de doctrines ministérielles. Je pourrais y revenir. On a aussi vocation à soutenir finalement l'innovation dans l'ensemble des secteurs du périmètre d'intervention du ministère, avec des appels à projets dédiés, des partenariats structurants avec des laboratoires de recherche. Je pense notamment à INRIA en matière de recherche et développement, mais aussi l'Agence nationale de la recherche ou le CNRS en matière de recherche, je pourrais le développer. Et puis aussi le soutien et l'accompagnement et l'accès au financement qui sera notamment présenté par les représentants du Centre national du cinéma, mais également par Maud Franca de la Caisse des dépôts qui pourra évoquer le formidable travail réalisé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt culture, patrimoine et numérique opéré par la Caisse des dépôts et dont on a déjà un petit peu parlé. Et puis l'une de nos missions est aussi d'accompagner finalement la montée en compétences et la formation des acteurs culturels, puisque c'est un sujet qui convoque des enjeux extrêmement structurants autour de la formation initiale proposée par les nombreuses écoles de l'enseignement supérieur culture, et bien sûr des formations professionnelles continues, des agents publics, mais aussi des acteurs de la culture, qui sont, je pense, et on vient de le dire, au cœur finalement des enjeux de la transformation numérique des institutions publiques, mais aussi des acteurs privés. Et puis l'autre principale mission de mon équipe et de mon entité est de favoriser la circulation et la valorisation des données et des contenus culturels. On a vocation à définir une politique de la donnée, une politique d'administration ministérielle des données, donc notamment structurer toutes les actions menées en matière d'inventaire, de gouvernance, de production et de circulation, d'exploitation des données et des contenus culturels, dont les contenus 3D, qui sont au cœur des enjeux de l'immersif notamment. Et puis on pilote un certain nombre de programmes structurants en faveur de la numérisation, de l'agrégation, de la sémantisation, puisque les contenus, une fois produits, doivent être enrichis pour pouvoir améliorer leur diffusion. Et on va jusqu'à l'ouverture des contenus culturels et notamment les sujets d'open data. Toutes ces activités ont finalement vocation à servir les missions du ministère en matière de contenu, notamment favoriser l'émancipation des citoyens par les arts et la culture en contribuant
au développement d'une offre de qualité, en garantissant un large accès au contenu culturel public, en renforçant notamment la participation des citoyens tant au choix de la numérisation et de mise en ligne qu'à l'enrichissement des contenus. Et je pourrais évoquer notamment toutes les formidables actions menées en matière d'actions participatives qui sont en cours. Aussi faire du numérique finalement un véritable levier de cohésion culturelle et d'attractivité des territoires en suscitant la pratique et l'éducation artistique et culturelle qui est au cœur de nos missions et en favorisant notamment le développement de services numériques innovants, valorisant le patrimoine, mais aussi l'ensemble des secteurs culturels. On pense bien sûr au spectacle vivant, aux médias, aux industries culturelles notamment. Et puis bien sûr, mieux accompagner les artistes et les créateurs et donc finalement soutenir les filières créatives et culturelles en facilitant l'accès aux collections nationales, donc des musées mais pas que, en favorisant la création et la diffusion des œuvres numériques et en accompagnant l'évolution des espaces artistiques en faveur des publics et des publics en ligne, mais aussi des publics in situ. Le sujet a été évoqué, mais on souhaite, à travers cela, finalement, réaffirmer notre souveraineté culturelle par le numérique en garantissant la diffusion, la circulation et ce qu'on appelle la découvrabilité de l'offre culturelle en ligne, sujet tout à fait au cœur de nos problématiques et structurant par la suite. Alors, en matière d'immersif, on a un certain nombre de centres nationaux et notamment d'opérateurs publics. On pense au Centre national du cinéma, mais aussi au Centre national de la musique et beaucoup d'autres établissements publics, tels que les musées, les théâtres, les opéras et beaucoup d'autres, qui ont d'ores et déjà lancé de nombreuses initiatives. Le ministère soutient également plusieurs activités et initiatives. Je pense notamment à la numérisation des sites patrimoniaux et notamment les sites patrimoniaux en péril. Certains d'entre vous ont vu l'exposition sur Palmyre et le patrimoine syrien, site éternel. C'est également le cas dans le champ de l'archéologie, et je pense aux grottes ornées dont on est très largement doté sur le territoire national. Je pense par ailleurs à des projets immersifs menés en matière de recherche scientifique culturelle et on ne connaît pas suffisamment l'ensemble des actions et initiatives menées et en cours dans le cadre du projet de rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui est tout à fait important et très structurant pour la suite. Et puis nous intervenons également dans de nombreux champs d'intervention et je pense notamment à la reconnaissance automatique d'objets visant à lutter contre le trafic illicite des biens culturels et d'autres genres bien plus identifiés. Et on pense là au champ du tourisme culturel ou encore à l'évolution des métiers d'art. Donc vous voyez, le spectre est extrêmement large et l'immersif aujourd'hui irrigue et s'installe dans l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur des secteurs du ministère de la Culture. Se pose finalement la question, en tout cas les enjeux de la transformation numérique de ces acteurs et des métiers de la culture. Et donc voilà, j'ai pas dressé une liste exhaustive de ces enjeux liés à la transformation numérique de la filière. Néanmoins, certains exemples me paraissent particulièrement stratégiques et importants. Et j'aurai l'occasion de développer plus aisément d'autres idées, mais je voulais évoquer l'idée de comment on pouvait favoriser le développement d'une nouvelle offre culturelle et créative, et j'y reviendrai plus précisément, notamment en évoquant la place des institutions culturelles. Comment aussi accélérer la transition numérique des entreprises et des institutions, pas spécifiquement dans l'immersif, mais en fait dans l'ensemble des secteurs, afin de répondre aux nouvelles attentes des publics toujours plus exigeants. Comment garantir la maîtrise des données et des contenus avec des enjeux cruciaux sur les chaînes de valeur et tout particulièrement les maillons en aval, et je pense notamment à la distribution. Et enfin, comment on stimule des projets de recherche et développement dans la filière afin de favoriser l'émergence et évaluer finalement l'impact de nouveaux usages et technologies pour pouvoir les tester, les répliquer, les déployer dans les différents secteurs. C'est un vaste programme, sur en effet. Formation, je pense que c'est un sujet qu'on pourra réévoquer de manière beaucoup plus précise, et notamment dans le cadre finalement du rôle des institutions culturelles. Enfin, à titre personnel, je pense qu'on est dans un changement en profondeur du paysage technologique avec une potentielle rupture liée à l'émergence rapide de l'AXR dans toutes ses composantes, dans toutes ses formes. Ça interroge l'ensemble des acteurs de la culture et ça conduit à réfléchir finalement collectivement. Et c'est en ça que je suis particulièrement heureux de pouvoir participer au KIF aux côtés de nombreux experts sur ce sujet pour pouvoir
interroger et évoquer l'évolution des méthodes, des approches et finalement des modalités d'intervention des institutions culturelles, notamment des institutions culturelles publiques. On a parlé des nouveaux partenariats, des nouvelles alliances et le projet Merlin en est un tout à fait passionnant et se pose finalement la question de comment on peut susciter de nouvelles dynamiques pour pouvoir proposer des offres toujours plus immersives, toujours plus participatives, avec des collaborations actives tant avec les publics mais aussi avec des nouveaux acteurs. Alors bien sûr, les acteurs de la recherche, les laboratoires, mais pas que. On pense évidemment à l'écosystème des PME et des startups innovantes. On pense aussi aux grands groupes industriels et Bayard en est un, pour pouvoir imaginer de nouvelles formes de dialogue et d'alliance avec les communautés et avec nos publics. La XR, de manière générale, constitue un formidable atout au service du renforcement de la médiation, et ça, Bobo Mess en a parlé, de l'accessibilité des parcours, et donc ça a vocation à toucher de nouveaux publics, notamment les publics trop éloignés géographiquement, qui ne pourront peut-être pas toujours venir sur site, ou non habitués à venir dans les musées, ou tout simplement ne pouvant pas se déplacer facilement, et on pense bien sûr au public empêché, notamment ceux qui sont dans des espaces hospitalisés, ou même tout simplement dans des EHPAD, pour faire découvrir des sites ou des thématiques pas toujours connues. Et puis ça a vocation aussi à exposer des espaces ou des œuvres qui ne sont pas présentées à temps normal dans les collections permanentes, notamment pour mettre en valeur des images du passé ou des endroits pas toujours accessibles ou disparus, ou peut-être des œuvres beaucoup trop fragiles pour pouvoir être présentées au plus grand public. Se pose finalement la question de la transformation numérique des institutions culturelles, qui recouvre, et je ne vais pas toutes les évoquer, de nombreux enjeux. On peut évoquer bien sûr l'évolution de l'environnement de travail des agents, la modernisation des infrastructures, des systèmes d'information, l'évolution de l'organisation dans sa gouvernance, mais aussi la manière dont en fait on doit tirer tout le parti du numérique pour adapter les modalités d'intervention et remplir les missions de service public d'une institution. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le développement de l'offre et des contenus et de services numériques. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut développer une forme d'offre numérique en ligne, évidemment, via l'identification de ressources, la production et la diffusion de contenus et de ressources pédagogiques, comment on répond aux enjeux d'inclusion numérique avec l'accessibilité de l'offre au public en situation de handicap, comment on propose de l'offre à destination des publics étrangers, et en ça, les musées nationaux sont extrêmement novateurs dans leur politique de dialogue avec les publics étrangers, notamment chinois ou brésiliens, comment on développe une offre numérique in situ, avec la médiation embarquée, les nouvelles formes de scénographie numérique ou encore l'ensemble des dispositifs numériques hors les murs, et puis comment on accompagne les politiques de numérisation et de diffusion à travers la visibilité des données et puis tous les enjeux liés à la structuration et à l'exploitation des données. On a évoqué tout récemment la connaissance des visiteurs, une meilleure connaissance des visiteurs, et comment en fait finalement on fait évoluer une meilleure proposition, une proposition plus pertinente, une empreinte de l'offre plus forte via des CRM. C'est notamment des enjeux que les institutions publiques se posent aujourd'hui. Cela interroge par ailleurs comment en fait on met l'innovation numérique au service des missions d'un opérateur à travers la manière dont on s'investit dans des projets innovants, comment on accentue une forme de veille, comment on développe des expériences et des usages qui sont peu ou pas développés, comment on évalue l'impact de technologies ou de nouveaux usages sur ses propres missions, et finalement comment on accompagne la transition des métiers avec l'évolution des compétences au sein des institutions, et comment on renouvelle une approche très structurante en matière de formation initiale, puisque je le rappelle, le ministère de la Culture assure la tutelle d'une centaine d'écoles pour une communauté d'environ 37 000 étudiants qui seront les professionnels de la culture de demain. Et finalement, l'enjeu est de réfléchir à la manière dont on doit adapter les maquettes pédagogiques des écoles de l'enseignement supérieur culture pour pouvoir doter les étudiants des compétences et des connaissances du marché de l'emploi de demain. Merci beaucoup, Nicolas. Vaste chantier. Vous avez un métier passionnant, je pense. Vous avez beaucoup à faire. Et je rappelle qu'au KIF, on a le temps de s'exprimer. Donc c'est bien qu'on prenne le temps de tout entendre et de vous entendre dans la complexité de tout ça. Je pense qu'un des mots-clés que vous avez repris, d'ailleurs, dans ce que vous venez de dire, pour arriver à embrasser un secteur aussi complexe, aussi hybride, aussi transverse,
c'est la coopération. Ça a été illustré tout à l'heure par Sybille en nous parlant du projet Merlin. Mais c'est au centre, en fait, de toutes nos discussions. Hein. Il n'y a pas d'innovation sans coopération. Et comment on arrive, justement, avec ce qu'on a appelé les familles de technologies immersives, comment on arrive à faire travailler ensemble. Et un de nos assets très puissants, c'est d'avoir des créateurs, d'avoir donc de l'imaginaire, et de faire en sorte que ces créateurs arrivent à se connecter à la fois avec des ingénieurs, avec des techniciens, des producteurs, etc. Et je pense que ça, là-dessus, ce rôle de stimulation de la filière, cette fois-ci à l'échelle de la filière, ou des filières territoriales, est à mon avis un des points qui va permettre de réaliser une partie du très vaste programme que vous avez décrit, une partie seulement, mais il est très, très important de ce point de vue. Je vous remercie beaucoup, Nicolas, pour cette intervention qui était très claire. Et merci Pierre. Bon, merci Pierre.